Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Troisième Rappel. Dans cette émission, je vous propose d'aller rencontrer un artiste juste après son spectacle sur la scène où il vient de se produire et surtout devant son public qui est resté pour lui poser toutes les questions qu'il désire. Ce soir, c'est monsieur Guy Bedos qui nous fait l'amitié de nous accueillir sur la scène du théâtre Hébertot pour la pièce Sortie de scène, un rôle sur mesure écrit par son propre fils Nicolas. C'est donc un Guy Bedos acteur que je vous propose de retrouver ce soir. Je vous préviens, il est très en forme avec sa nouvelle barbe blanche. Le temps pour nous d'installer notre décor et nous retrouvons Guy Bedos pour son troisième rappel. A tout de suite. Facile d'être acteur en fait. Mauvais surtout. Merci d'être resté pour le troisième rappel de Guy Bedos, nombreux de surcroît. Vous avez passé un bon moment, il a été bien ce soir? Oui. Ouais? Vraiment? Ah, c'est mieux. Bon. Je vous rappelle juste qu'il y a des hommes en noir dans la salle. Vous leur faites signe. Dès que vous avez une question à poser, c'est votre émission, vous nous interrompez quand vous voulez. Je vous propose de lui faire à nouveau un triomphe. Monsieur Guy Bedos! Durer des heures. Ça vous fait encore kiffer? C'est très joli vos sièges. Qu'est-ce qui vous plaît pas? Alors là, j'ai pas d'avis. C'est une sorte de rêve éveillé. Qui se meublerait comme ça? Je suis sûr que Sheila n'a pas eu des... Vous êtes assis dedans, est-ce qu'il vous convienne un peu mieux? Je suis très bien, c'est très bien. C'est même, je trouve que ça a une dimension érotique qui commence à provoquer chez moi une légère érection. À cette heure, c'est pas si mal. Vous voulez dire pour mon âge? Je t'emmerde? Non, en tout cas, en parlant d'érection, vous êtes très beau. Ouais. Sincèrement, je vous trouve très beau avec cette barbe. Mais ça, c'est votre problème. Non, mais parce que plusieurs de mes copines m'en ont parlé, m'ont dit, mais qu'est-ce qu'il est sexy, Bedos, avec sa barbe. Donc, avec sa barbe, c'est tout. Il y a un truc qui est en train de se passer avec votre barbe. Je vous en informe au cas où. Non, c'est parce que, d'une certaine manière, je crois que les gens se disent, ce garçon va mourir. Parce que là, finalement, ça n'est pas une pièce, c'est un reportage. Son fils a vu son check-up et il a écrit cette pièce pour lui. Et il est en train de nous jouer sa vraie mort. Et donc, on s'attache à moi de façon peut-être un peu inattendue. Mais vous avez souvenu que vous faisiez ce métier pour les femmes, c'est-à-dire pour les séduire? C'est le seul moyen que vous ayez trouvé pour séduire les femmes, c'est de faire ce métier? Oui, c'est vrai, oui. Parce que j'avais eu du mal avec ma mère. Pas sexuellement. Avec ma mère, ça marchait très bien. Mais sur le plan affectif, vous y allez. C'est vrai que les femmes, oui, je dois beaucoup. Je l'ai dit, je l'ai même écrit dans un livre qui va paraître. Si on me demandait une définition de l'enfer, je dirais un monde sans femmes. Oui. Vous avez d'ailleurs l'audace de vous mettre torse nu pendant la pièce. Oui, l'audace. Bah... oui, parce que... Petit con. Non, parce que la musculature est un poil relâchée, mais... un poil. Mon coucou, je te souhaite, à mon âge, de t'en sortir aussi bien.
Allez. Venons-en. Pardonnez-moi cette familiarité, Bien sûr. mon cher Alexis. Venons-en à la pièce. Il paraît que vous étiez limite un peu de mauvais poil dans les semaines qui ont précédé cette pièce, parce que vous étiez peut-être, je sais pas, un peu angoissé. Oui, sûrement. Non, mais ça m'a Angoissé, étonné, ça, oui, avec votre expérience quand même, d'être un petit peu fébrile, je l'aurais pas Ça cru. dure toute la vie. C'est ce que Jouvet avait répondu à un jeune acteur qui lui avait dit « Maître, c'est bizarre, je n'ai pas le trac ». Et Jouvet lui avait répondu « Ça te viendra avec le talent ». Je crois qu'il y a une première question. Bonsoir. Bonsoir. Je vous ai entendu dire à la télé dernièrement que tout marchait très très bien pour vous, comme à 30 ans, 40 ans. Est-ce que c'est vraiment vrai? Comme à 30 ans, 40 ans? En tout cas, je me l'imagine. Ce qui est vrai, c'est que je mène la même vie. Je travaille au moins autant, sinon plus, car j'ai une famille nombreuse et périphérique extrêmement coûteuse. J'adore ce métier, mais je le fais aussi pour gagner ma vie et leur vie. Enfin, il y a mon fils là qui va s'en sortir très bien. Je vais d'ailleurs lui demander de me rembourser des tas de trucs. Mais sinon, comment vous dire, oui, j'ai pas le droit, moi, le jour où j'arrête, je meurs, quoi, c'est tout. Voilà. En tout cas, sincèrement, quand j'ai dit aux personnes que je connais, que j'allais faire cette émission avec vous et que vous aviez 70 ans, sincèrement, je déconne pas, personne ne m'a cru. Tout le monde m'a dit, ah bon, moi j'aurais dit 50, 55. Vraiment. Ben, merci. Mais moi non plus, je le crois pas. Je trouve que c'est un âge qui ne me va pas du tout. Vous vivez mal d'avoir 70 ans, sincèrement? Non, parce que ça devient un gag. Ça devient une sorte, comme ça, de provocation. Ça fait honte aux gens de 50 qui ont l'air d'en avoir 70. On pourrait dire que 70 ans, ça serait un bon âge pour la transmission, un peu comme un PDG qui file les clés de la boîte au fiston. Est-ce que vous transmettez un petit peu le témoin à Nicolas? Oui, mais c'était pas écrit, si j'ose dire. Bien sûr qu'il y a une culture familiale, il a entendu parler de spectacles, d'humour, d'engagement politique, et tout, pendant toute son enfance. Il y a un ton bedos, c'est vrai. Peut-être que cette lettre... Oh! Foutez-moi la paix! Avec la lettre de cette truie malodorante que j'ai pas vue depuis 30 ans, c'est fou ce que je m'habitue, et qui ne venait qu'à mes premières pour montrer à ses bouseux d'amis à quel point j'étais son frère. Qu'elle crève dans son purin, cette conne! Avec ses bestiaux et ses vieilles ambitions, 68 ardes, c'est de vous clamser sous mes propres yeux. J'exagère quand même. Mais son talent à lui est à lui. C'est lui qui a écrit cette pièce. Et donc voilà. Eh ben, le mieux, c'est qu'on en parle avec lui. Je vous demande d'accueillir Nicolas Bedos. C'est pas du chewing-gum, hein, tu peux t'asseoir, ça colle pas. Vous vous serrez la main d'ordinaire ou vous vous embrassez? Non, c'est par pudeur. Oui. Non, on n'est pas les PD, hein. En tout cas, vous y êtes forcément pour quelque chose, Nicolas, on va y venir, mais c'est rare de vous voir dans une pièce de théâtre, Guy Bedos. La dernière fois, c'était il y a une dizaine d'années, à Chaillot, sous la direction de Jérôme Savary, dans une pièce de Arthur Rouy. On vous en propose souvent des pièces? On m'en propose, et puis elle me tombe des mains, généralement. Vraiment? Oui. Parce que c'est vrai que, vous savez, moi, j'ai fait du musical, et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est parce que les rôles de théâtre qu'on me proposait, après mes études de théâtre classique, où j'ai joué Marivaux, Musset, Molière, Shakespeare, etc. On vous imagine pas là-dedans? Ça ne me plaisait pas, parce que c'était justement, comme me le fait dire Nicolas, du théâtre digestif, etc. Et que je ne défends pas les gens d'aller voir ces pièces-là ou de les jouer. Chacun vit sa vie. Mais moi, ça ne me plaisait pas. À 20 ans, je savais que je ne ferais pas ce genre de carrière. Vous avez eu du mal à convaincre, Nicolas, votre père? Non. Ça lui est pas tombé des mains? Non, je crois pas. Quoi, la pièce? Oui. D'abord, il ne pouvait pas me tomber des mains parce qu'il me l'a lu. Il lit très bien. Mais je crois en plus que j'ai pas voulu le convaincre. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup joué
Ouais, on le fait pas, on le fait pas. C'est-à-dire, quand je lui ai lu, je pense qu'il a tout de suite compris que j'avais pensé souvent à lui en l'écrivant, à travers l'écriture de cette pièce. Et en même temps, on a tout de suite eu la même réaction, c'est-à-dire, on va pas faire cette connerie parce qu'on va se faire allumer la tronche très rapidement. Et ouais, on voulait éviter ça. On voulait éviter ça, et puis finalement, ça se termine très très bien. Pourquoi l'avoir évité, puisque c'est génial. Voilà. Donc, je l'avais proposé en effet, à deux acteurs, tout en me disant, ça serait merveilleux si c'était mon père. Mais c'est là où on devient un peu pervers quand on est le fils de quelqu'un de célèbre, c'est qu'il y en a tellement qui se font un peu emmerder, on a tellement peur de la suspicion qu'on finit par ne plus être complètement intègre artistiquement pour fuir le vanneur potentiel. Vous m'avez toujours fait rire, monsieur Monceau. Ah oui. Et vous savez pourquoi? Non, je ne sais pas. Parce que c'est votre métier. Pas chez moi. Et puis ce rire que je vous inspire n'est pas le rire que je veux. Je me demande bien où il est aujourd'hui, ce rire que vous cherchez. C'est une interview? Vous êtes journaliste? Non, mais je suis une de vos admiratrices. Et ce, depuis la première heure. Ah, vous êtes encore plus vieille que je ne pensais. Vous avez l'air d'une vieille, quand même. Je vous en prie. Admiratrice depuis la première heure. Partie de ces nigauds qui se régalaient de mes pochades stupides. Et qui ne le trouvait pas si stupide que ça. Oh. Oh! Oh! Quand je rentre chez moi, je vous relis la nuit. Et je ris toute seule. Oh mon Dieu! Une vieille femme qui rit toute seule la nuit dans son lit, ça me dégoûte un peu. Il y a quelque chose de libidineux là-dedans. Comme si vous me parliez de vos plaisirs solitaires. Monsieur Monceau. Cochonne! Ça suffit. Et mon dernier essai. Vous, l'admiratrice de la première heure, vous ne m'en parlez pas beaucoup, n'est-ce pas? Il y a des choses intéressantes, mais ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir avec ces clowneries faciles que je torchais pour épater mon ex-femme. Mais vous n'étiez pas encore marié? J'y pensais déjà. Je me doutais bien que la catin exquise que j'allais rencontrer ne se contenterait pas d'un 2 pièces à Nanterre, que c'était déjà laid, Nanterre. Vous êtes gentil. Après avoir craché sur le compte des femmes, vous critiquez la ville où j'habite. Et pourquoi pas, si vous vivez dans ce cauchemar, c'est votre affaire. Je vais proposer 100 fois de vous loger ailleurs, allons. J'aime mon quartier. Vous aimez votre quartier, imbécile que vous êtes. Ce décor fascisant où l'on entasse les pauvres dans des tours aveugles pour ne pas voir leur visage et la grimace atroce qu'ils font à nos autorités. J'aime mon quartier. Comment voulez-vous agir sur la politique sociale d'un monde où même les pauvres apprécient la merde qu'on leur fait bouffer? Moi-même, je ne voulais pas lui faire du tort. J'ai trouvé la pièce superbe, je trouvais le rôle superbe, mais j'étais pas sûr d'être capable de le jouer. Il m'arrive d'être modeste, vous savez. C'est vrai? Alors justement, longtemps, mais il m'arrive. Ce rôle, j'en donne juste la trame pour les téléspectateurs qui n'ont pas encore vu la pièce. Donc vous interprétez un personnage qui s'appelle Monceau, qui est un écrivain un petit peu aigri, qui a eu beaucoup de succès parce qu'il écrivait du comique. Il est malheureux surtout. Il est malheureux. Voilà. Et depuis une dizaine d'années, il n'est intéressé que par des pamphlets pour dénoncer la dureté du monde et son manque de justice sociale, sauf que tout le monde s'en fout. Parce qu'il a justement débuté dans du théâtre populaire, digestif, boulevard, pour dire les choses, et que justement, c'est très difficile de changer comme ça dans ce métier. C'est très cloisonné, et voilà. Donc cet écrivain écrit blé de tête, puisque personne n'achète ses livres. Il vit un côté « Je t'aime moi non plus » avec sa gouvernante, qui est merveilleusement interprétée par Elisabeth Margoni. À la fin de la pièce, quand le rideau a chuté. Quand le rideau est tombé, c'est comme ça qu'on dit. Quand le rideau chute, c'est un accident technique, et la pièce est un four. Bon, enfin, bref, le rideau est venu. Les acteurs ont salué. Dieu qu'ils étaient mauvais. Puis le metteur en scène. Quel taré, celui-là, il faisait exploser de la fumée pour un rien, et puis il mettait des nains partout. Ça n'avait rien à voir. Le personnage principal surprenait sa fiancée avec sa mère dans son lit, et tout au coup, un nain surgissait avec un grand cigare. C'était baroque, c'était drôle. Moi, j'avais honte à chaque fois. Je déteste les nains. Je n'ai rien contre eux, mais je suis pour qu'ils grandissent. Et là, toute la salle, en tapant des mains, a réclamé l'auteur. Oh, de l'honneur. Oh, une salle de première, une générale. En général, un tas de faux joueurs et de vrais cons. Vous êtes levé, et là, j'ai reconnu l'homme que j'allais devoir servir. Alors, heureuse?
va rentrer dans la vie de ce Monceau, une nièce, qui est jouée par Gabriel Valenzi, qui au début, il la rejette, parce que, bon, de toute façon, il n'aime pas grand monde. Il rejette tout le monde. Il rejette tout le monde. Oui, Bah, c'est-à-dire que c'est un type qui se bat pour une certaine jeunesse. Il a l'impression qu'elle se moque littéralement de ses efforts, que la jeunesse est littéralement dépolitisée, insensible à certaines choses. C'est l'inverse. Elle l'aime pour ce qu'il fait maintenant. Et puis il y a un joli miroir qui va débarquer. Je suis pas sûr que le personnage soit tout à fait réaliste, parce qu'il y a de l'utopie dans ce personnage. Je me suis amusé aussi à en faire un symbole. Et elle va lui redonner de... Enfin, vous allez d'abord la rejeter, elle va faire une Moi, j'ai tentative. rencontré des jeunes gens qui ressemblent à Camille dans la vie. Ouais. Oui, Tu veux pas me les présenter? Il faudrait qu'on aille dans le Larzac avec José Bové un été. Tu verras, j'ai vu 200 000 jeunes gens qui sont absolument pas... Il faut en finir avec cette histoire des jeunes qui se désintéressent de la politique. On parle du personnage. Non, mais quand même, je veux dire ça. Alors donc, les jeunes ne se désintéressent pas de la politique, ils se désintéressent de l'exercice de la politique et de la cuisine, de la tambouille politique. Et politicarde. En tout cas, cette jeune Gabrielle, vous allez d'abord la rejeter. Non, Camille. Camille, pardon. Oui, Gabrielle, c'est le nom de la comédienne. Il ne faut pas se mélanger entre le personnage et l'actrice. Merci de votre aide. Et donc, vous allez d'abord la rejeter, elle va tenter de se suicider, fort heureusement. Si on était horrible avec lui. Tu sais, par exemple, il y a deux types qui arrivent, tout à coup ils se font le mec. Parce qu'en plus, il y a le public qui est là, donc on peut faire comme c'est. De toute façon, c'est moi qui est en danger ici. Non, mais c'est gentil. là, Parce que comme j'ai vu, je vous ai vu, je sais pas, avec Marc-Olivier Fogiel, et que de temps en temps on a l'impression que le type se fait exploser la gueule avec un public un peu pour le présentateur, ça serait formidable qu'on inverse un peu la tendance. Mais parce que j'ai toujours trouvé que c'était le plus sympathique de la bande à l'époque. Je reviens sur la trame parce que je suis sûr que des gens ont peut-être décroché. Donc je termine. Cette jeune Camille va d'abord tenter de se suicider parce que vous la rejetez. Finalement, vous allez l'accueillir et là va naître une très jolie complicité entre eux. Moi, à vrai dire, ça me fait plus grand-chose. Ah ben moi, n'est-ce pas? À côté, je suis un puceau. C'est mon premier pétard. Il y a juste un détail, c'est que vous crapotez, Guy. Nicolas, il faut dire à votre père qu'il faut avaler pour que ça fasse de l'effet. Parce que sinon, ça fait rien. Oui, mais j'avale pas, moi. Pour faire plaisir, par politesse, notamment dans des pays orientaux, il m'est arrivé de tirer un peu de crapoter comme ça sur les joints. Ben voilà, c'est comme ça que je fais, moi, parce que c'est vrai que je connais pas bien. Ça ne me fait rien, d'ailleurs. Si, ça développe mon érotisme. Encore oui, je me souviens que mon ex-femme était très jalouse. il est complètement obsédé. Elle était morte de rire, alors qu'on avait été invité à Marrakech par des gens qui nous faisaient non seulement fumer, mais j'ai l'impression qu'ils avaient fait des piqûres dans les gâteaux, dans tout ça. C'était un cauchemar. Et elle a eu 42 fièvres pendant 3 jours. Moi, j'avais envie de sauter la jeune personne qui nous invitait et qui depuis est morte. Une question dans le public, je crois. Allez-y, mademoiselle. Bonsoir, Nicolas. Je voulais savoir combien de temps vous avez mis pour écrire votre pièce et est-ce que vous vous êtes inspiré d'un auteur célèbre en particulier? Alors je vais avoir l'air très vaniteux, j'ai écrit cette pièce en très peu de temps. J'ai écrit cette pièce en 2 jours. J'en témoigne. Mais c'est des choses qu'il faut... Oui, parce qu'il ne faut pas dire ça. Parce qu'en fait, non, ça fait vraiment frimeur de dire une chose pareille. Mais c'est la vérité. Non, tu l'as retouché après, quand même. La chanson quoi? Coquillage et crustacés de Bardot a été écrit en 10 minutes. Ah bah c'est encourageant. Je m'attendais à celle-ci. La grosse majorité de la pièce, c'est-à-dire un certain nombre de choses que j'avais envie de dire tout de suite sont parties. On sent d'ailleurs, je crois, dans la pièce qu'il y a une sorte de fureur comme ça. Je courais derrière un peu les mots, et ça, j'ai essayé d'utiliser ça. J'ai essayé de j'ai employé un verbe pas très... J'ai essayé de la vomir, en fait, cette pièce. Et puis ensuite, il y a un travail qui se fait autour, et puis après, on retravaille, on a coupé des choses. Ça fait bien envie, hein, quand même. C'est pour
pour terminer là-dessus, sur le message général de la pièce, il y a deux façons de le voir. Ouais. Soit à travers Monceau, vous vous moquez de ce type qui a la rébellion un peu idéaliste, Ouais. soit à l'inverse, grâce à lui, vous dites moi je trouve que le monde est trop dur, il y a une sorte d'apathie, de résignation générale et tout le monde s'en fout. Ouais. Bah, j'ai été dans une position en double en fait, il y a toujours plusieurs regards, hein. C'est-à-dire qu'en même temps j'avais envie de montrer l'aspect un peu pathétique, paranoïaque, et de... c'est pas une tribune de Monceau cette pièce, parce que souvent je montre des aspects... Voilà, il est dérisoire, il fait pitié de temps en temps, parfois il se bat contre tout et rien, parce que même à mon avis il n'aurait pas d'ennemis, il en trouverait d'une certaine façon, mais ça résulte quand même tout ça, cette haine qu'il a en lui. C'est pas de l'aigreur de naissance, je veux dire, c'est pas seulement un raté, c'est un gars qui en a eu marre de se tromper, qui a dû espérer pendant des années et qui n'y croit plus. C'est une pièce qui est après le désespoir. Les mots d'auteur, il y en a, mais vous avez un talent pour dire pute et salope. Non mais, il n'y a que dans votre bouche que c'est si joli, sincèrement. D'où ça vous vient ce don pour dire des grossièretés? Ben ça, oui, je suis comme à la maison. Car vous êtes une pute de balancer de telles vérités à un homme de ma valeur et de mon âge. Oh merde, ça suffit! Tout le temps! Cache-toi, connard! Connard! Waouh! Je vous emmerde! Cochonne! Ça suffit! Les nibards de la pestasse va se prendre dans la poire ce que j'ai à lui dire! Salope, pour moi, c'est un compliment. Hein. C'est affectif. Oui. Et certaines le comprennent. Le public? Je voulais savoir en fait si c'était difficile d'être dirigé par son père, et l'autre question était destinée à Nicolas. Je voulais savoir si c'était difficile de diriger son papa. D'être dirigé par son fils, vous avez fait un lapsus. Dirigé par son fils. Dirigé par son fils. Mais non, mais je ne peux pas dire dirigé parce qu'il y a un metteur en scène. Il y a un metteur en scène. Il y a un metteur en scène et ça serait très outrecuidant de ma part de répondre à cette question. Simplement, ce qui est vrai, c'est que je voulais te plaire et que ton regard assez tendre sur moi lorsqu'on a fait les premières lectures, etc., et encourageant, ne m'était pas indifférent. Car c'est vrai qu'on a voulu, pardon, hein, mais on va faire du violon un petit peu, il y a un cadeau réciproque aussi. Il m'a fait le cadeau de cette pièce, de ce rôle, j'avais envie de revenir au théâtre, et comment dire, et moi, qu'est-ce que je t'ai fait comme cadeau? Tu la joues tous les soirs. Voilà, je la joue tous les soirs. Je rebondis sur ce que vous disiez, que vous aviez envie de revenir au théâtre, donc de faire l'acteur, pour vous différencier du one-man show. Moi je veux tout, moi Malgré j'aime tout, on retrouve certains traits de vous, la mélodie de votre phrasé, votre façon de vous déplacer, certaines intonations. Oh, ça suffit! Les états d'âme d'une gosse de riche, écoutez, puisque c'est l'air de vous venir à cœur, chargez-vous de cette affaire, attrapez cette gamine trop gâtée, posez-la devant une tour de Nanterre, en plein milieu de la cité, qu'elle se fasse baiser par une ou deux racailles pleines de drogue, qui sont ravis de tripoter une bonne petite bourgeoise provinciale. Ça fera quelques heureux dont le sort m'émeut plus. Pardonnez-moi, mais il y a des causes plus urgentes qu'une pétasse pleine aux as qui s'ennuie sur son cheval. Merde! C'est le monde à l'envers! Si mademoiselle s'emmerde à en mourir, qu'elle ait offert ses seins et son petit cul doré à des jeunes dans le besoin qui ne veulent eux que vivre. Après, elle se tuera. Et tout le monde se remettra. On se dit que le personnage de One Man Show cannibalise un petit peu les... Est-ce que vous vivez comme ça, les personnages que vous devez interpréter? C'est difficile de vous en débarrasser de ces tics. Vous savez, moi j'ai été voir il y a 2 soirs un film de télévision très joli d'Edouard Molinaro dans lequel je joue le rôle principal. Et c'est le contraire de Monceau. Et on m'a déjà dit, alors là, ce rôle te va comme un gant, il est vraiment sur mesure pour toi. Est-ce que par hasard je ne serais pas un bon acteur? Le texte est dense, il est riche. Alors, ne prenez pas offense de ce que je vais dire, mais est-ce qu'il vous est arrivé de mettre une oreillette, comme peuvent le faire Depardieu ou Galabru? T'as le droit de te battre. J'ai le droit de me taire aussi. Non. Vous en pensez quoi de ce système? Arrêtez avec ça, parce que c'est pénible. Depardieu et Galabru sont de grands acteurs. Et si, pour X raisons, on a développé des histoires d'oreillettes, etc., ça n'empêche pas Depardieu d'être superbe et Galabru d'être superbe très souvent. J'aime pas dire ça. C'est ce que je voulais vous entendre dire.
Une mémoire défaillante n'amoindrit pas le talent. Mais attends, c'est vrai qu'on se moque, nous les acteurs, souvent de cette question que nous posent les spectateurs. Comment faites-vous pour apprendre tout ça? Mais c'est pas si ridicule que ça. Moi, j'étais au bord du suicide quand il m'a donné ce texte. Parce que vous avez vu les monologues qu'il m'a fait, Oui, cet enculé. Et j'étais tout seul dans une petite maison au bord de l'eau, en plein hiver. J'ai failli me jeter. En plus, j'avais un somnifère qui ne me réussissait pas et qu'il m'avait conseillé. Combien de temps il faut pour se mettre un texte aussi dense en tête? Combien de temps ça vous a pris pour bien le maîtriser? Je le maîtrise pas encore. C'est toute une vie. Moi, je sais pas, je l'ai appris en... Oh, bah oui, si, quand même. En combien? 2 mois. Mais attends, quand je sais pas, le monologue du succès, là, par exemple, dans les premières représentations, je me jetais là-dedans comme un parachutiste. Putain, pour que j'arrive au bout. Oh, l'enfoiré de gosse, pourquoi il m'a fait ce monologue? Oh là là. Puis ce matin, vous m'harcelez à coups de marteau pour que je me remette à la comédie. Rien de grave en soi dans votre requête, si ce n'est l'hypocrisie des raisons qui motivent votre désir de me voir revenir à ce genre. Vous êtes malhonnête, Janine. Ce n'est pas la tristesse de pouvoir m'éloigner de ma fibre naturelle qui vous chagrine. C'est le succès qui vous manque. Le succès. Rien d'autre. Comme tout le monde, vous aimez le succès. Vous êtes américanisé jusqu'à la moelle. Mais de votre sort, peu importe que l'homme soit malheureux, ou ne s'épanouisse pas dans ce qu'il fait, du moment qu'il remporte un succès. On ne se réjouit pas de son bonheur, on n'applaudit pas l'œuvre, on félicite le succès, on applaudit l'applaudissement. Aujourd'hui plus jamais, un mauvais produit qui se vend à toutes les indulgences. Les gens vous veulent du bien, mais avant tout ce succès, et nous sommes les esclaves, comme enfants, à l'école, puis comme conjoints, puis comme parents, jusqu'à la mort, et bien après. Voilà, vous en êtes. Donc pour en revenir à ce personnage de Monceau, on ne peut pas s'empêcher, malgré tout, d'aller chercher des similitudes entre les traits de caractère de ce Monceau et de vous, bien sûr. Donc là, j'ai un témoin privilégié, votre fils, qui va forcément vous connaître. Donc je voulais lui soumettre quelques caractéristiques, mais nous dire si... des questions auxquelles je répondrai avec hypocrisie. Dépressif. Dépressif? Mais je dirais jamais rien de personnel dans une émission de télévision. Misanthrope. Il n'est pas dépressif? Misanthrope. Dites non, si c'est pas le cas, ou si c'est vrai, ou si c'est pas vrai. Lui une certaine misanthropie. La question suivante. Paranoïaque. Non. Voilà, une réponse claire. Non, susceptible en revanche. Susceptible, oui. Vaniteux? Surtout en amour et en amitié. Moi aussi, je suis susceptible. Ça vient d'une enfance que j'ai eue et qui n'était pas vraiment réussie. D'ailleurs, susceptible, ça, vous l'êtes. Vous acceptez que de très peu de gens la moquerie. Mais c'est un trait de caractère assez partagé chez les humoristes. Mais c'est parce que la plupart de ceux qui veulent se moquer de moi ne me valent pas. Je vous remercie de cette réplique parce que j'allais demander si vous étiez vaniteux. On a la réponse. Non, je suis lucide. Idéaliste. Oui. Cabot. Passons. Ça, oui, cabot, oui. Colérique. Oui, bien sûr. Oui. Nombriliste. Non. Je suis nombriliste altruiste. Je suis un nombriliste altruiste. Parce que pour un vrai nombriliste, je trouve que je me fais bien chier avec des tas de gens que j'essaye d'aider, etc., etc. Non, attendez, alors une bonne fois pour toutes, je ne suis pas ce personnage. Dans la vie, je ne suis pas ce personnage. Je suis beaucoup plus doux, chaleureux, amical, etc. Je ne suis pas misanthrope. Question du public, je crois. Oui, bonsoir. Je voulais savoir quel était votre moteur pour monter sur scène tous les soirs, faire du cinéma, des films et écrire un livre. Dans le cinéma, j'en fais pas beaucoup. Hein. Jamais à la télévision. Je dérange pas beaucoup, pour le moment, pour le cinéma. Quel est mon moteur? C'est pas la drogue? Exister. J'ai une passion qui ne s'éteint pas pour ce métier, pour ces métiers. J'aime jouer, j'aime écrire, j'aime communiquer, j'aime parler avec les uns et les autres.
j'aime écouter aussi, voilà, c'est ma vie. Et donc, encore une fois, le jour où je suis plus là-dedans, ben, je pense que c'est parce que je serais mort, ou en tout cas, ou que je serais tellement pathétique et que j'aurais pas une oreillette, mais 15 oreillettes avec, je sais pas combien, tout ça, et des béquilles, tout ça, alors là, ben, j'irai pas sur scène, forcément. Mais je suis quand même un peu coquet. Mais sinon, tant que ça fonctionne, rien. Et puis aussi, il y a aussi une chose qu'il faut dire, c'est payé. Bonsoir, moi je voulais qu'on parle un peu d'amour et je voulais un peu savoir, je trouve la scène entre Camille et Monceau magnifique. Et je voulais savoir s'il y avait une troisième voie entre l'amour sacré et l'amour d'un soir. Ça, c'est une question. Si je m'attendais. C'est une grosse question. Il me faudrait un stylo là pour répondre à ça. Personnellement. Si tu veux répondre à cette question. Moi, j'ai envie de pleurer pour de vrai quand on est dans cette scène-là. On se ronge par les ongles pour un polo de passage, merde. Oui, mais qu'est-ce qui me reste? Franchement, entre l'amour sacré auquel je ne crois plus et les polos sans intérêt qui me font tuer le temps. Il reste beaucoup de jeunes garçons qui, comme toi, se posent la même question et naviguent entre désillusion et refus du sordide. Vous êtes une armée de cœurs cassés. Consolez-vous, faites-vous rire entre blessés, comparez vos douleurs, montrez-vous fièrement vos amputations et frottez fraternellement vos cicatrices sanguinolentes. Vous êtes complètement défoncé. Je suis bien. Mais fermez vos paupières. Vous êtes encore malade. Il faut que vous dormiez. Il faut que vous dormiez. Je trouve que c'est magnifique, la jeunesse. C'est magnifique, les illusions de la jeunesse, encore aujourd'hui. Et c'est dégoûtant, la manière aussi dont on traite les jeunes, souvent. C'est écrit par Nicolas, je sais très bien qui il est. C'est un romantique, bref, il y a de lui là-dedans. Il y a de lui dans Camille, il y a de lui dans Monceau, il y a de lui dans... Voilà. Ça m'intéresse quand vous dites qu'il y a de lui dans Camille. Je me suis demandé, parce que justement on fait des comparaisons entre Monceau et vous, et je me suis dit mais c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Et je me suis dit finalement, est-ce que c'est pas dans Camille qu'il y a de plus d'autobiographiques? La jeunesse, par exemple. Une jeunesse tourmentée, je crois. Est-ce qu'on peut en parler juste un tout petit peu, Nicolas, ou c'est gênant? Non, oui, c'est gênant, pas parce que j'ai des choses à cacher. Non, mais j'entends bien. Parce que où est-ce que ça se retrouve? Une jeunesse tourmentée, des envies parfois un peu... Donc, t'as caché sa sensibilité? Oui, non mais si, parce que pour moi je trouve qu'il y a de l'impudeur très rapidement à parler de certaines choses. Pour moi, parler d'amour, c'est parfois aussi impudique que de parler de cul à table devant certaines personnes. Il arrive je sais pas pourquoi. Que ça se recoupe. Hein, Mais jeunesse tourmentée, oui, une jeunesse très tourmentée. Des envies de suicide, comme le personnage? Mon Dieu, mais il est fou. Non, rassurez-vous, il va très bien. Je m'interrogeais sur la connivence intellectuelle qu'il y avait entre vous. Cela dit, on la constate. Mais par exemple, pour qu'on la comprenne un peu mieux, le sujet de votre dernier grand fou rire ensemble. Si c'est pas privé, bien sûr. Non. Oui. Ça nous arrive souvent. Hier soir, ça nous est arrivé. Et à propos de quoi déjà? Je sais pas, tu nous raconter une anecdote. Ah oui. Énormissime. Énormissime, ouais. Dont on ne pourra pas parler. Non. C'est très privé. Et oui, non mais... on va très vite tous les deux. On va très vite. On n'a pas le temps de finir nos phrases. L'autre a déjà compris. On se comprend vraiment au quart de tout. À l'inverse, votre sujet de dernière grosse engueulade, si toutefois ce n'est pas privé, bien sûr, sur un sujet, je ne sais pas, qu'on peut... Ça fait un moment qu'on ne s'est pas engueulé. On s'est engueulé dans la vie quand il était beaucoup plus jeune. D'ailleurs, oui, on s'engueulait. Enfin, c'est moi qui commençais à l'engueuler, puis il me répondait, ce petit con.
Mais bon, bref. Non, mais c'est une histoire tellement banale de père et de fils qui s'aiment. Nicolas a tendance à... On n'a pas la même taille, comme vous pouvez le constater, mais tout ce qui peut lui aller, par exemple, alors donc les pantalons, il me laisse tranquille, mais sinon, il peut me piquer toutes mes affaires. Je déteste qu'on touche à mes affaires. Je déteste. Et quand j'ai, par exemple, une fois, je me souviens, j'avais un pardessus de cachemire très cher, où j'avais acheté, à côté de la maison du caviar d'ailleurs. Je vois. Et ben, ça m'a mis dans une colère folle. Mais parce que je suis de la génération de la guerre. Et donc vous vous engueulez sur le futil et pas sur l'essentiel. Nord, la sape est très importante pour moi. Je ne veux pas qu'on touche à mes affaires. Tu l'entends? Le public. Il y a une question. Je voulais demander à Nicolas si son père était facile à vivre au quotidien ou si au contraire il avait mauvais caractère. Je crois qu'on a tous les deux mauvais caractère et je crois qu'on est tous les deux difficiles à vivre. Si j'écris cette pièce, c'est vrai qu'il y a une violence, mais verbale, évidemment. On peut très très vite arriver à se dire des choses dures et puis 2 secondes plus tard, voilà, voilà, il y a une espèce de chaud-froid qui, quand par exemple on regarde ça de l'extérieur, peut paraître assez étonnant. Moi il m'est arrivé de dire des choses dans ma vie d'une violence et d'en entendre sur mon compte. Les gens ne comprenaient même pas qu'on puisse se pardonner aussi rapidement des choses aussi dures. Il y a des connards, il y a des va te faire foutre, crève. Et puis ça finit par je t'aime. Si toutefois vous l'acceptez, j'avais pensé à... Vous avez déjà participé aux Amours, Guy? Vous savez l'émission Les Amours? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Les Amours? Oui, non, je voulais faire un petit test de connaissances mutuelles, donc je me suis dit je vais poser 3-4 questions très simples à Nicolas. Vous n'écoutez pas ses réponses, je vous reposerai les questions juste après, on verra si vos réponses sont identiques. Donc il y a donc un technicien derrière vous, Guy, qui avec délicatesse va vous mettre un casque sur les oreilles, si ça ne vous ennuie pas. Oui. Ok. Je vous envoie de la musique. Ah ben en plus. Est-ce qu'on peut donner une petite manie que Guy a juste avant de rentrer en scène? Un petit truc. Il écoute de la musique. Une manie qu'il aurait avant de rentrer sur scène. Je vais être décevant. J'en vois pas là. Bon alors je cherche un truc. Autre chose. Il mange, oui, il se fait livrer. Non, c'est pas bon. Quel défaut a-t-il le plus de mal à avouer? Est-ce que c'est qu'il y a dans le casque, c'est pas ça? Le défaut qu'il a le plus de mal à avouer, non, il les avoue de plus en plus. Quel rôle n'accepterait-il jamais de jouer? C'est un très joli fiasco. Je sais pas, je sais pas, il jouerait pas. Il en refuse énormément. C'est fini, Guy. Vous pouvez retirer les... Ah, bah je commence à m'attacher. C'est ça. Qui chante là? C'est sympa ce que vous avez dans le casque, hein? C'est Hélène Ségara. Ah. Alors, il n'a répondu à aucune question. Alors, peut-être que vous allez avoir la réponse. Je lui ai demandé si vous aviez une petite manie avant de rentrer en scène que vous pouviez nous confesser. Oui. Je me lave les dents. Je me mets des gouttes dans le nez. C'est sexy, hein, tout ça. Et curieusement, alors que je ne bois jamais de whisky ailleurs, j'ai besoin d'avoir une larme de whisky sur un sucre que je prends avant d'entrer en scène. Un canard. Voilà, un canard, comme on dit. Je lui ai demandé quel défaut vous aviez le plus de mal à avouer. Et encore faut-il que je les trouve. C'est un peu ce qu'il a dit. Vous vous retrouvez. Et je lui ai demandé quel rôle, quel personnage vous n'accepteriez jamais d'incarner. Moi, par exemple, on me fait souvent jouer des très charmants garçons comme ça, vaguement séduisants encore, etc. Gentils, tendres, avec des enfants, avec des femmes, tout ça. Et j'ai envie de jouer un serial killer, un pédophile, quelque chose qui me change un peu, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut jouer... J'ai joué Hitler et il y a que ma mère qui a cru, elle me dit « Ah ben enfin tu joues une pièce où vraiment, là tu dis des choses, j'ai bien compris et c'est bien ton personnage. » Mais pour ceux qui ne le savent pas, vous avez souvent dit que votre mère était... Non, elle est âgée, il faut la laisser tranquille. Bon. Voilà. Mais c'est vrai qu'elle était... oui, elle s'est trimballée avec la photo du maréchal Pétain dans son...
son sac pendant très longtemps. Et je reviens de loin. C'est la fameuse question fils 2, il faut forcément y passer. Nicolas, je suis désolé. Cela dit, vu du grand public, on peut se dire, mais à quoi ça sert d'aller faire des écoles puisque le spectacle est infesté de fils 2? Est-ce que c'est la seule façon d'y arriver? Est-ce que ceux qui n'ont pas de parents connus n'y arrivent pas? Moi, je vais répondre à cette question. Moi, j'ai énormément... je suis jeune, donc je ne vais pas parler de galère parce que ce serait un peu indécent, alors que... Voilà, à 24 ans, j'avais déjà des trucs. Mais j'ai beaucoup galéré, quand même. Donc, je ne trouve pas ça si simple, hein, d'être le fils de quelqu'un. Moi, je trouve ce sujet terriblement clicheton, terriblement cliché, parce que fils de qui, d'abord, et quel fils? Il y a des connards qui ont des fils connards, et des filles bêtes à pleurer, ou les mères, tout ça. Et puis voilà, et puis parfois, il y a nous. Non, et puis en plus, j'ai pas... La presse est dithyrambique, franchement, c'est pas de la flagornerie, le spectacle marche bien. Donc vous commencez par un succès, Nicolas. A priori, on se dit, bah, c'est chouette, mais est-ce que c'est pas dangereux de commencer par un succès? Enfin, dangereux au sens... Oui, il est certain qu'il y a beaucoup de gens qui doivent attendre le deuxième opus et que je me plante. Ça peut être un peu irritant. Vous la sentez déjà? Comme mon père. Déjà, la jalousie ou l'animosité de certains? Je sens une certaine méfiance ça il s'agit plus du côté un peu parisianiste ou choses comme ça, mais même une méfiance bienveillante, c'est-à-dire je suis ravi pour toi, mais j'attends de voir la suite. Et tout ça, je comprends. Et ben ils vont voir la suite. Une question du public, je crois. Je suis désolé d'aborder des questions un peu plus matérielles, mais j'aurais voulu savoir si c'était plus lucratif de travailler dans le cinéma, dans le théâtre ou à la télévision. Ça dépend de la situation qu'on y a. Quand on est une superstar au cinéma, on est vraiment blindé. Mais si on tourne... moi j'ai tourné 2 films il y a 20 ans qui ont été d'énormes succès, qui ont rapporté beaucoup d'argent. Et là on ressort les DVD et tout ça. C'était un éléphant, ça tombe énormément. Nous irons tous au paradis. Nous irons tous au paradis, j'ai tourné ça à un prix étudiant. Donc le cinéma, non. Non, moi c'est au musical que je gagne le plus d'argent. Parce que je suis producteur de mes spectacles et que si la salle est pleine, ce qui me paraît être légitime, et bien je gagne très bien ma vie. Voilà. Et j'ai pas honte. Et l'argent que je gagne me paraît plus légitime que celui de M. Guémard. Mais en revanche, Nicolas, vous allez dire en revanche? Non, mais c'est vrai qu'on ne fait pas fortune au théâtre. C'est pour ça qu'on le sache, oui. Qu'on fait du théâtre. Moi, je voulais demander à Nicolas s'il souhaitait jouer ses pièces, interpréter ses pièces ou d'autres pièces ou jouer au cinéma. Je suis terrorisé à l'heure actuelle pour l'instant. Mais j'ai commencé quand j'étais plus jeune, j'avais fait les cours Florent, des choses comme ça. Puis un jour, si je détraque, si je me sens un petit peu mieux sur un plateau, peut-être que je me filerai un 3e rôle ou un 4e rôle, je sais pas, une pièce que j'écrirai. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour finir, Nicolas, avec vous? De voir bientôt une pièce à l'affiche et un film au cinéma. Voilà. Bah merci en tout cas de nous avoir consacré un petit peu de temps. Merci. Je regarde encore un petit peu, Guy. On s'amusait tout à l'heure à vous comparer à Monceau sur le plan du caractère, mais sur le fond, sur les idées, est-ce que vous aussi, vous êtes comme lui un peu écœuré par la dureté de l'époque, par le manque de justice sociale? Oui, et notamment pour tout ce qui concerne les jeunes. C'est obsessionnel chez moi, peut-être justement parce que je suis un père de famille. Et c'est pas à Nicolas que je pense, parce que Nicolas s'en sort très bien. Mais par exemple, sa sœur qui a fait des études, etc. Puis je lisais là, ces jours-ci, qu'une fille qui avait bac plus 9, ou je sais pas quoi, à 30 ans, n'avait toujours pas trouvé un job. Ça fait 3 ans qu'elle en a fait un livre d'ailleurs, ça fait 3 ans. Elle a fait un livre en prenant des notes quotidiennes. Elle raconte ses entretiens. Oui, ça je vais l'acheter ce livre-là. On fait un usage de la jeunesse, c'est-à-dire que la jeunesse est vénérée comme clientèle. Alors là, pour le coup, on fait des films à la con, pour plaire à des jeunes et les abêtir définitivement. Exemple. Et puis en revanche, pour leur donner du travail, c'est pas... Alors multiplier les stages, les machins,
Ça m'écœure totalement. Vous êtes incontestablement un homme de gauche, oui. vos engagements en témoignent. Il m'arrive d'être plus à gauche que François Hollande, ça c'est vrai. Vous avez fait beaucoup de choses. Pourtant, malgré tous ces engagements qui témoignent de votre gauche, est-ce qu'on vous fait... Arrêtons avec gauche et droite et tout ça. Disons que je suis un humaniste, un idéaliste, un utopiste même peut-être, et j'utilise en effet le rien de notoriété que j'ai, et j'invite ceux qui ont cette chance à m'imiter, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ne peuvent pas ouvrir leur gueule parce qu'ils perdent leur place, leur job s'ils l'ouvrent, et il y en a 200 qui attendent derrière. Mais quand on a la chance d'être un tout petit peu, disons, rassuré, et qu'on a la télé, une plume pour écrire, etc., eh bien, moi, j'ai un certain mépris pour certains de mes camarades, stars, vedettes, etc., qui ricanent devant l'engagement, etc. Est-ce qu'on vous fait encore le procès de la gauche caviar à vous? Oui, sans doute, mais j'aime beaucoup le caviar. J'en mange pas tout le temps, j'en mange pour les fêtes. Mais c'est tellement con, ça. L'histoire de la gauche caviar, c'était inventé par la gauche caviar. C'est justement ceux qui ne font rien. Vous savez que souvent, quand on critique certains personnages qui agacent par leur vivacité et leurs engagements, justement, c'est parce que, d'une certaine manière, ceux qui critiquent le plus fort sont un tout petit peu honteux d'être des collabos et des lâches. Je suis clair ou pas? Manifestement. Je crois qu'il y a une question dans le public. Oui, vous dites qu'il faut oublier la gauche, la droite. On sait que la politique fait partie de votre vie de façon intégrante. Eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas vous imaginer vous présenter à des élections et carrément vous lancer dans la politique? Non, parce que j'aime trop la politique. Et je connais bien le monde politique, plus que la plupart de mes camarades. J'ai vu que la liberté des politiques professionnels était très très réduite, c'est-à-dire que, je sais pas, je vous donne un exemple concret, une jeune femme députée apparentée au Parti Socialiste m'a avoué qu'un jour elle avait voulu intervenir parce qu'elle n'était pas d'accord avec son parti à l'Assemblée nationale, qui est le lieu de la démocratie. Et le chef du groupe socialiste lui a envoyé un mot en disant « ta gueule ». Voilà, comment on pratique la démocratie à l'Assemblée nationale. Évidemment, ça ne donne pas envie d'entrer là-dedans. En ce moment, j'ai pas envie de faire des commentaires parce qu'elle ne m'intéresse pas, la politique. Je suis ravi de ne pas avoir à prononcer les noms de Sarkozy, de Chirac, de Jospin, de Hollande, de Fabien. Rien qu'à les énumérer, je m'endors. Je suis étonné quand même que vous ne soyez pas inspiré. Il y en a des choses en ce moment, je sais pas, la positive attitude de Raffarin, les appartements de Guémard, la danse du ventre de Jospin, enfin il y en a des trucs. Oui, mais ça change pas, mon vieux. Ça fait des années que moi je dénonce des trucs comme ça. J'ai une certaine sympathie pour Jacques Chirac et j'ai quelques amis qui sont ses amis, mais dans la mesure où on a un président de la République dont on sait qu'il a tapé dans la caisse et qui est absolument intouchable, bon, ben, à partir de là, c'est très difficile de dire à des jeunes des cités, etc., que de voler une autoradio, c'est pas bien. Bon, donc, et tout ça, je le clame depuis des années, et je me fatigue. C'est étonnant comme vous êtes le dernier des Mohicans sur ce domaine-là. Un humour engagé sur la revue d'actualité. Pourquoi, à votre avis, eux ne... Je l'ai fait de... Non mais attends, mais j'ai commencé à l'époque où c'était Giscard. Je ne pouvais pas encadrer Giscard personnellement. C'était une bagarre personnelle. J'avais l'impression que c'était une interruption de la démocratie. Giscard d'Estaing, avec son château et tout ça, il m'a gonflé, lui et ses copains, Poniatowski, etc. Bon, et donc je suis entré en politique là. Mais c'était le temps du manichéisme. La gauche n'avait pas été au pouvoir. C'était ça son avantage. Elle n'avait pas été au pouvoir. Elle a été au pouvoir. Mitterrand a été au pouvoir. Et on a vu comment ça a fini. Je suis plus inspiré par les philosophes, sur la fin de ma vie, que par les politiques. Je veux dire que il m'intéresse plus de lire Michel Onfray et de voir ce qu'avec la philosophie, on peut... comment on peut, justement, pour reprendre le slogan de 81, changer la vie avec la philosophie. Oui, avec la philosophie. Je pense en effet que lorsqu'on
on ne peut pas refaire le monde, quand on ne peut pas changer le monde, eh bien on peut peut-être quand même avoir une certaine influence sur ses proches, sur sa famille, sur ses enfants, sur ses amis, sur tout ça, et que ça, c'est à notre portée. Et on peut travailler là-dessus. On ne peut pas empêcher M. Ben Laden d'envoyer des avions kamikazes sur les tours de Manhattan. On ne peut pas empêcher M. Bush de lui répondre avec autant de violence. J'ai tendance à m'éloigner de l'idée de Dieu, moi, parce que le Dieu de Ben Laden, le Dieu de Bush et le Dieu de Sharon ne sont pas le mien, les miens. Moi, j'ai remplacé la foi par la conscience. Pardon. Hein. Et donc, j'essaie justement d'être un passeur à ma façon, et notamment avec mes plus proches, avec mes enfants, avec celui-là, avec Victoria, ma fille, avec Mélanie, avec Leslie. Une question dans le public, je crois. Bonsoir. Est-ce que ça vous tenterait de refaire un one-man show? Bien sûr, bien sûr. Si j'ai l'âge, comme la pièce est partie pour avoir un certain succès, qu'on va faire la tournée, etc., peut-être que je vais passer directement de cette pièce à une maison de retraite. Je vous propose de terminer par un petit jeu un peu absurde, un petit sourire. Vous connaissez le jeu du « Qu'est-ce que tu préfères » C'est Darmon et Palmade, ils font ça vachement bien. Ils disent toujours « Qu'est-ce que tu préfères avoir en permanence 30 canards qui te suivent ou avoir une main qui te sort du front ?» Et ils s'amusent comme ça sur des choses un petit peu absurdes. Alors, est-ce que tu préfères boire du mauvais vin jusqu'à la fin de tes jours ou devenir le majordome de Giscard d'Estaing? Ah là, je me tâte. Alors, est-ce que tu préfères être obligé de passer 4 mois dans la prochaine édition de La Ferme, vous savez, l'émission de télé-réalité, ou devoir vivre encore 70 ans? Ah bah moi je veux vivre 70 ans. moi je voudrais pas mourir. Alors, donc, en revanche, je crois que si je devais faire La Ferme, je me tue. Allez, une petite dernière pour le plaisir. Qu'est-ce que tu préfères? Être obligé de dire tous les jours du bien d'Hélène Ségara ou devenir eunuque? Tellement à mes testicules. Non, je suis très attaché. Alors, c'est quoi le choix déjà C'est dire du bien tous les jours d'Hélène Ségara. Oh, mais alors, peut-être même que je la baise en plus. Avec mes testicules intacts. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci au Théâtre Hébertot de nous avoir accueillis. Merci beaucoup à Guy Bedos, donc sortie de scène écrit par Nicolas Bedos, son propre fils. Merci, à bientôt. Ciao tout le monde.